bien, bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo est faite pour corriger l'activité sur vitesse de réaction et ordre de grandeur. Alors, ce sont deux conceptions qui sont peut-être un petit peu compliquées à saisir, surtout dans les expressions que l'on va donner à ces deux formules. Autant la vitesse est une notion qu'on peut comprendre facilement en imaginant ce qui se passe dans un milieu réactionnel, autant l'ordre de grandeur est une chose un petit peu plus abstraite, mais qui va intervenir dans le programme de terminal et qu'il va falloir que l'on maîtrise. Alors vous allez voir qu'il y a seulement certaines formes d'ordre de grandeur qu'on va étudier. En gros, on n'étudiera que les ordres de grandeur égaux à 1. Bon, je reviens pas sur les documents, je les avais décrits dans la vidéo préparatoire à celle-ci. On avait un document qui présentait l'équation. Dans le document 2, on avait un tableau de données qu'on avait relevé de la concentration en saccharose au cours du temps. Puis on avait tracé un graphique. Document 3, on présentait la notion de vitesse de réaction, j'y reviendrai quand même lors de ma correction. Ça, c'est la formule générale, et puis là, c'est une formule qu'on va utiliser pour calculer cette vitesse de réaction avec des données expérimentales. Enfin, on présente l'ordre de grandeur, une équation de la vitesse, de manière générale, avec un ordre de grandeur alpha ici, et puis on a une vitesse ici, une équation de la vitesse, pardon, qui est directement liée à la concentration en X sans exposant, et ça c'est ce qu'on cherche à montrer. Et enfin un joli petit code Python, pas grand chose à traduire dans ce code là, voilà, j'aimerais bien que vous alliez chercher certaines notions quand même à l'intérieur du programme. Alors on y va, on va commencer par les questions. La première, que signifie le terme équimolaire? Alors ce terme équimolaire, si je remonte, il est ici dans le document. On vous dit que dans l'équation, le sucre de consommation est principalement constitué de saccharose. Une molécule susceptible de se décomposer et de former du glucose et du fructose en quantité équimolaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on a l'équation, ma molécule de saccharose en gros va être coupée ici en deux au niveau de l'oxygène, et la molécule d'eau va se scinder en deux pour former d'un côté le glucose, de l'autre côté le fructose. Si vous regardez, quand on fait une fois cette réaction, on va former ici un glucose et un fructose. Donc si on a une mole de saccharose, je fais réagir ça avec une mole d'eau, on va former une mole de glucose et une mole de fructose. En gros, dans mon mélange final, le glucose et le fructose seront présents en même quantité. Donc en même quantité de matière, et donc on dit que c'est un mélange qui est équimolaire, parce qu'ils sont présents en quantité identique. Alors, si je corrige un peu, on va avoir un mélange équimolaire, mélange dont les espèces chimiques sont... Il me manque mon stylo magique orange. Je le retrouve. C'est bon, j'ai retrouvé mon stylo, donc je repars. Les mélanges dont les espèces chimiques sont présentes en quantité égale. Alors, en quantité, les quantités sont égales. Donc, c'est même quantité de matière. Quantité de matière. Ok, donc équimolaire, même quantité de matière. Bon, ça c'est pour la première question. On rebascule sur le sujet. Question numéro 2. Expliquez pourquoi la courbe du document 2 est décroissante. Alors, ici, on a dit qu'on représentait la concentration du saccharose en fonction du temps. Bon, la réponse est assez simple. Ici, le saccharose est un réactif de la réaction, donc il va être consommé au cours du temps. Sa quantité va donc diminuer au cours du temps. On a clairement une diminution au cours du temps. Alors la forme de la courbe, on ne l'interprète pas, mais ce qu'on voit, c'est que la concentration diminue au cours du temps. Donc si je reviens ici, le saccharose est un réactif. Il est consommé au cours de la réaction. La concentration en saccharose diminue au cours du temps. C'est logique. Pas de difficulté majeure ici de compréhension. Alors après, si vous n'avez peut-être pas saisi la question, une fois qu'on voit la réponse, c'était à peu près évident. Alors, la suite du sujet, question 3, on nous dit, grâce au document 2, déterminer la durée de réaction.
Alors, a priori, la durée de réaction, c'est le moment où la réaction va s'arrêter. Pour le coup, on a un réactif. Alors, ce qu'on aimerait essayer d'aller voir, c'est si le réactif disparaît à un moment donné. Si on regarde ici, hein, on va tendre vers la valeur 0. Alors, je vous rappelle, la valeur 0, elle est ici. Et puis, on va essayer d'estimer ça vers à peu près 48 minutes. Bon, après, vous pouvez avoir une estimation légèrement différente que la mienne. Donc, légèrement différente de la mienne, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus français. Par lecture graphique, on remarque que la concentration en saccharose est nulle pour T égale à... Moi, je mets 48 minutes. Vous aviez peut-être moins pour vous. C'est pas très grave. Si l'un des réactifs vient à manquer, la réaction s'arrête. Donc ici la durée de 48 minutes correspond à la durée de la réaction. Alors, jusque là, pas très compliqué, n'inquiétez pas, on va arriver à des choses un petit peu plus corsées. Alors, d'où la question 4. En vous servant de la courbe du document 2, déterminez comment évolue la vitesse de réaction au cours du temps. Alors là, il va falloir essayer d'interpréter la courbe. On verra tout à l'heure qu'on va faire des calculs de vitesse, et on montrera par un calcul que cette vitesse diminue, mais là, ce qu'on aimerait, c'est essayer de le déduire de cette courbe-là. Si j'analyse ma courbe, j'ai pas une droite, c'est-à-dire que la concentration, elle diminue pas régulièrement au cours du temps. C'est-à-dire qu'elle diminue fortement au début. Si vous regardez là, la concentration là, ici 8 minutes, on a dépassé la moitié du réactif. Puis après, pour reconsommer ce qui reste, on va mettre 40 minutes de plus. Donc c'est-à-dire qu'au début, la concentration en saccharose diminue fortement, et ensuite, beaucoup moins rapidement. Donc au niveau de la vitesse de réaction, hein, de la vitesse de disparition du saccharose, si vous regardez, au début, là, elle va être grande, cette vitesse de disparition, et on va avoir une vitesse de disparition ici qui est plus petite à la fin. Donc la vitesse de réaction, elle n'est pas constante au cours de la réaction, elle va avoir une valeur de début, puis elle va ne cesser de décroître au cours du temps. Alors, si on reprend là, ah oui, je vous avais pas mis le document dans ce que j'ai raconté, je reprends, excusez-moi, sur la courbe ici, là, pardon, sur la courbe qui est là, on remarque que on a une décroissance très rapide du saccharose au début, hein, ce que je disais, donc à 8 minutes, on a déjà consommé la moitié du saccharose, et après on va mettre 40 minutes pour consommer le reste. C'est-à-dire que la variation de la concentration, elle est plus forte au début qu'après. En termes de vitesse, la vitesse de réaction sera plus forte au début qu'à la fin de la réaction. D'accord ? Bon, pardon pour le petit couac. Bon, je remets ça cette fois. Ici en dessous, on remarque que la concentration en saccharose diminue fortement au début de la réaction, puis de moins en moins rapidement. Okay. Au début, la variation de la concentration est forte. Puis cette variation diminue au cours du temps. On en déduit quoi? On a déduit que la vitesse de réaction de réaction est plus grande au début qu'à la fin de la réaction. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vitesse, a priori, la vitesse diminue au cours du temps. Ok, parfait. Bon, ça c'est, on a essayé de déduire ça du graphique qu'on avait ici. D'accord? Maintenant, on a d'autres outils pour ça. On a des outils qui nous permettent de calculer la vitesse. En gros, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'étudier la variation de la courbe. Et étudier une variation d'une courbe, comment on fait ça en maths? On utilise la notion de dérivée. Et donc pour trouver la vitesse, en gros la variation de la concentration au cours du temps, on va faire la dérivée. Alors ici, si vous regardez, on a des petites valeurs absolues. Les deux grandes barres là sont des valeurs absolues, c'est-à-dire qu'on ne prendra que la valeur positive de la vitesse qu'on obtiendra ici.
la valeur positive de ce qu'il y a ici. On verra qu'on a le problème qui se pose quand on fera les calculs tout à l'heure avec cette formule. Donc, l'idée, pour montrer la variation, ce qu'on peut faire aussi, alors attendez, je vais basculer dessus, sur la courbe ici, là, j'ai tracé la courbe sur Lattice Pro. Vous voyez, hop, la courbe ici, qui décroît au cours du temps, c'est celle que j'ai mis sur votre document. Pour montrer la variation à un moment donné, ce qu'on peut faire, c'est tracer une tangente. Donc là, il sait bien faire ça, tracer des tangentes, Lattice Pro, là. J'en mets une là, je vais faire une tangente là, bon, il me donne des caractéristiques ici. Elles peuvent être utiles, mais pour l'instant, on va pas les lire. Et je vais en faire une autre, par exemple, ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur les deux tangentes que j'ai tracées? Ici, on a une tangente qui est plutôt orientée vers la verticale, donc c'est-à-dire que le coefficient directeur est très grand. Donc la variation de la courbe ici est très grande. Et ici, le coefficient directeur, bah, il n'est pas nul, mais il est moins grand que précédemment. D'accord? La courbe est moins pentue que la précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que la variation de la courbe au cours du temps, elle est moins grande. C'est ce qu'on avait essayé de déduire un petit peu avant, à savoir, au début, grande variation, donc grande vitesse de réaction, et puis au cours du temps, si vous regardez, si je bascule, si je fais les tangentes successives, on se rend compte que les tangentes au cours du temps, bah, elles deviennent de plus en plus horizontales. Même à la fin, on va avoir une tangente horizontale, c'est-à-dire que la vitesse de réaction, elle va être complètement nulle à la fin. Quand la réaction est terminée, bah, il n'y a plus rien qui se passe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans la suite? C'est maintenant faire des valeurs chiffrées au niveau de ces vitesses-là. En gros, on veut obtenir les coefficients directeurs des tangentes qui sont là. Alors, comment on va faire? Je vous remets le document. Hop, ça doit être ça. Très bien. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser les données expérimentales du document 2 pour faire les calculs de vitesse. D'où la question 5. Question 5, on vous dit en utilisant les documents 2 et 3, déterminer la vitesse du saccharose pour t est égal à 200 secondes et t est égal à 400 secondes. Donc là, vu qu'on a des données expérimentales, on est obligé de se servir de cette chose-là. En gros, l'idée, c'est qu'on va venir calculer des coefficients directeurs. Donc ça, c'est une formule de coefficient directeur, et puis je vais l'adapter pour la mettre en termes de valeur de vitesse. Bon, let's go. Calcul de vitesse, c'est parti. Je vous remets ça. On va utiliser cette formule, je l'ai réécrite ici. Pour 200, alors c'est parti. On va aller chercher, alors là plutôt je vais vous mettre le tableau, parce qu'on vous dit qu'il faut aller chercher la valeur de la concentration à t plus 1, donc on va aller chercher, on va prendre, je vais y arriver, on va prendre cette colonne là, ici, donc la concentration en t plus 1 c'est 3, qui est là, donc je vais écrire 3, je vous remettrai le petit calcul après, et on va enlever la concentration à TI, donc à savoir à 200, donc moins 3,33. Tout ceci, on va le diviser par quoi? Bah, par TI plus 1, donc 250, moins TI, à savoir 200 qui est là. Okay. Donc je vous montre le calcul, ça donne ça. Alors là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une soustraction, ici 3 moins 3,3, bah, c'est quelque chose qui va être négatif. Donc on va mettre ici des valeurs absolues afin de garder la valeur positive. Si je fais le calcul, j'obtiens 0,0066 mol par litre par seconde. Ok? Autre calcul qu'on vous demandait de faire, c'était ici pour t égale à 400. Bon, j'ai déjà fait le calcul ici. Là, on a repris la valeur. Alors, je peux vous les montrer dans le tableau. Hop, ici, dans le tableau, on a la valeur ici à 450 du coup qu'il faut prendre. Donc on va prendre 2 moins 2,21 divisé par 450 moins 400. Ok? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Même problème que tout à l'heure, on va avoir une valeur négative. Donc je mets les valeurs absolues. Ce qui fait que le moins qui est apparu sur la calculatrice devient un plus. Et donc ici, je me retrouve avec 0,042 mol par litre par seconde. Donc ça, c'est la question 5. Maintenant, on va essayer d'interpréter ces résultats. Dans la question 5, on nous dit, dans la question 6, pardon, comment semble évoluer la vitesse volumique de réaction? Est-ce en accord avec la question 4? À la question 4, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait la vitesse qui était plutôt grande au début et qu'ensuite elle allait avoir tendance à diminuer. Bon, maintenant, je regarde mes résultats et puis j'essaie de les analyser. Ici, pour t égale à 200, je suis à 0,066
mol par litre par seconde. 200 secondes plus tard, j'ai toujours une vitesse, mais elle est de 0,042 mol par litre par seconde. Cette vitesse, en fait, elle diminue au cours du temps. Donc à la question 6, on peut écrire qu'on remarque que la vitesse du saccharose, forme de disparition du saccharose, est à t égale 200 secondes, est plus grande que la vitesse de disparition du saccharose à t égale 400 secondes. Okay. Qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, on a déduit que la vitesse de réaction, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire au cours du temps? Ben, elle diminue. La vitesse de réaction diminue au cours du temps. Voilà. Ça, c'est pour la question 6. Je rebascule sur le sujet. Question 7, pardon, elle est là. Alors, question 7, ça, on anticipe un petit peu les questions en plus sur le programme. Que vaut TI plus 1 moins TI à chaque fois? Donc là, dans mes calculs que je vous ai présentés, dans les deux cas, j'ai écrit la différence entre les deux temps. Donc là, on a 250 moins 200. Là, on avait 450 moins 400. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois, entre deux cases successives sur le document 2, ici, deux cases successives, vous avez 50 secondes qui s'est passé. Donc, à la question 7, on peut venir mettre que à chaque calcul, delta t égale ti plus 1 moins ti moins 1, et on a 50 secondes. Ok? Bon, ça c'est de l'observation. Bon, j'espère que si vous n'aviez pas su faire ici les petites applications numériques sur la formule, du coup ces petites applications-là vous ont permis de comprendre comment ça fonctionnait. On revient sur le sujet. Sujet ici, hop, on bascule sur la question 8. Question 8, on nous dit identifier la raison pour laquelle on ne peut pas calculer la dernière vitesse volumique de disparition du saccharose. Donc ici, pour trouver la dernière vitesse, on va aller voir dans le sujet, il faut que je prenne, en gros je veux la vitesse à 500. Le problème est que pour trouver la vitesse à 500, il faut que je soustrais un temps qui serait suivant, donc à limite le temps on peut le deviner, ce serait 550, sauf que ici la concentration en saccharose on l'a pas ici pour t égale à 550. Donc ici on a des données qui sont absentes. Si on n'a pas les données, on ne pourra pas calculer la vitesse. Donc c'est ce qu'on a mis là. Si t égale, pardon, si je vous remets la petite caméra, si t égale 500 secondes, alors ti plus 1 égale, on n'en sait rien. Et donc comme on ne connaît pas la valeur, les valeurs sont absentes. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que on ne peut pas calculer la vitesse de disparition du saccharose pour t égale 500. Il aurait fallu des valeurs supplémentaires, 500 secondes, pardon, des valeurs supplémentaires pour trouver ça. Bon, ça c'est des petites analyses plutôt simples. Alors, hop, on bascule sur la suite. Question 5, 9, n'importe quoi moi. Alors maintenant on va s'intéresser à la notion d'ordre de réaction. Alors, la formule nous dit que pour un ordre de réaction donné, généralement la formule de la vitesse, j'ai oublié de vous remettre le sujet mais c'est pas grave, on va le mettre là, cette vitesse elle peut s'écrire toujours sous la forme, la vitesse du saccharose, c'est une constante, qu'on va appeler constante de vitesse, que multiplie la concentration en saccharose à l'exposant alpha. Et ce alpha, justement là, c'est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. De manière générale en chimie, cet ordre de grandeur, il vaut 1, 2, il peut valoir plus, mais c'est très rare. Donc on va souvent trouver des ordres de grandeur de 1 ou de 2. En terminale, nous ne serons amenés qu'à étudier des ordres de grandeur égaux à 1. Okay. Donc si justement on prend ce cas-là, si alpha est égal à 1, et que je reprends la formule qui est écrite au-dessus. Ce que je vais changer, c'est pas grand chose, c'est juste que je vais mettre 1 ici. Bon, généralement, un exposant à 1, on l'écrit pas. Donc la vitesse du saccharose, c'est une constante que multiplie la concentration en saccharose. Donc c'est la vitesse de disparition du saccharose, pardon.
Ok? Je vous rappelle que k est une constante. Et ce qu'on nous demande, c'est justement, avec cette équation-là, là, ce qu'on a ici, au point de vue graphique, qu'est-ce que ça prend comme forme? Alors, on bascule sur la suite qui est là. On en déduit que V, alors je le réécris, K fois la concentration en saccharose. Et l'équation de quoi donc? J'ai une valeur qui est égale à une autre qui est multipliée par une constante. On est sous la forme Y est égal à AX. Et ça, c'est l'équation d'une fonction linéaire. Je pense qu'au final, je vais finir par vous saouler avec ces fonctions linéaires, mais on va l'avoir beaucoup, cette fonction linéaire en terminale. Pourquoi? Parce que justement, c'est révélateur d'une relation qui nous intéresse beaucoup en physique, quand c'est possible, ou en chimie d'ailleurs. En l'occurrence, on est en chimie, mais c'est valable pour les deux. Si il y a une fonction linéaire dont l'équation réunit deux grandeurs différentes, ici, ça veut dire que ces deux grandeurs différentes, la vitesse de disparition du saccharose et la concentration en saccharose, sont proportionnelles. Et ça, c'est intéressant, proportionnel, parce que c'est des relations très simples. C'est une vitesse et une concentration. C'est des relations très simples à gérer. Ok? Bon, maintenant, ce qu'on veut, c'est montrer cette proportionnalité. Donc pour ça, on fait tourner le programme. Donc le programme qu'on avait, c'était celui-ci. Hop, je vous le remets, qui est là. Il y a des petites questions sur le début du programme. Alors, pour des petites remarques, pour décrire ce programme, je l'avais un petit peu fait dans la première vidéo, mais je vous le referai. Je refais là. Ici, tout le début, là, en gros, c'est des bibliothèques. C'est en gros, on a besoin de formules données particulières de statistiques qui sont comprises dans des bibliothèques. Donc toute cette partie-là, c'est qu'on va venir chercher des informations sur des informations de formules mathématiques. Bon. Et ensuite, il y a cette petite partie pour laquelle il y a des questions. La question ici qu'on veut faire, qu'on vous pose. Alors, question dite, quelles sont les grandeurs qui apparaissent à la ligne 5 du programme? Alors, je reprends mon programme et puis je vais venir regarder la ligne 5. Ligne 5, on est ici, ligne 1, 2, 3, 4, 5, c'est cette ligne-là. Regardez cette ligne-là, là, vous avez des valeurs qui sont en bleu ciel. Ces valeurs, si vous regardez dans votre tableau de données, ça correspond concrètement aux différentes concentrations qu'on a relevées dans le document 2 du saccharose. Donc le C qui est là, c'est la concentration en saccharose. Donc en gros, à la question 10, on a la concentration en saccharose. Question 11, on nous demande ce que c'est que ce 50 là. Si on regarde, on a un truc qui s'appelle V, qui est égal à NP, ça veut dire qu'on est parti chercher une formule de la bibliothèque NumPy. On fait une différence a priori, différence de C, divisé par 50. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Ça veut dire que V, qui semblerait être a priori une vitesse, on fait une différence entre des concentrations et on divise par la valeur 50. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, la valeur 50, on l'avait pour... Si je le remets ici, on l'avait dans notre formule pour la différence entre TI plus 1 et TI. En gros, le 50 venait dans mon calcul de formule. Une différence entre les concentrations, c'est ce qu'on a fait là. Donc dans votre petit programme, la ligne 6, à quoi sert-elle donc? Elle sert ici à calculer la vitesse de réaction comme nous on l'a fait. On l'a fait pour deux valeurs du tableau. L'intérêt d'avoir un programme, c'est qu'il va le faire pour toutes les valeurs du tableau. Toutes celles qu'il peut faire en tout cas. Et puis ça nous évite de faire des calculs répétitifs. Un programme ici, il est tout à fait désigné pour faire des opérations répétitives. Bon, la suite, on va pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, ce qu'on veut faire, c'est essayer de voir si on a une droite. Donc on va placer nos points sur un graphique, et en plus on va lui dire trace une droite qui passe proche de mes points, voir si on a quelque chose qui fait une droite. Donc je fais tourner mon programme, on lui demande d'afficher ici la courbe, et on obtient ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Déjà, mes points semblent alignés. D'accord? On a des petits points qui s'écartent. On va avoir le point qui est là, les points là qui sont un peu écartés. Les autres semblent plutôt bien alignés. On a effectivement bien une droite. Le problème sur le graphique, c'est qu'on ne sait pas trop si on a une fonction linéaire. Pour l'instant, on a peut-être une fonction affine. Et vous allez voir que le programme va me donner une fonction affine. Et je voudrais bien une fonction linéaire. Et on va voir en quoi on peut se ramener à une fonction linéaire. Je vous rappelle, je vous remets un petit peu ça, je vous rappelle que si on veut montrer que la réaction est d'ordre 1,
il faut qu'il y ait une relation de proportionnalité entre la vitesse de disparition du saccharose et la concentration de saccharose. Si je veux montrer une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs, si je trace un graphique de la vitesse en fonction du saccharose, je vais avoir une fonction linéaire. J'aimerais bien ça. Le graphique que je vous ai montré ici, on a bien la vitesse volumique de réaction qui est là et la concentration en saccharose. J'ai une droite, déjà j'ai une étape qui est donnée. Donc déjà la question 12, on obtient une droite. Pour la courbe, vitesse de saccharose tracée en fonction de la concentration en saccharose. On a déjà franchi la moitié du chemin, saccharose, ce serait bien, j'écrive en entier. On a franchi la moitié du chemin. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est montrer qu'on a bien une fonction linéaire et pas une fonction affine. Alors, son équation, elle est donnée ici. Alors, on me donne dans le programme, je vous le remets. Dans le programme, en gros, on me dit que l'équation, elle est écrite ici. L'équation, on a V est égal à A fois C plus B. Donc là, c'est typiquement l'équation d'une affine. Hein. Le A, ça va être le coefficient directeur, et le B, ça va être l'ordonnée à l'origine. Les données, alors elles sont écrites ici tout en bas, alors vous les voyez pas très bien. Moi, je les ai recopiées quelque part, pas du tout. Il faut que j'aille les chercher. Donc, je vais reprendre le programme, moi, pour mieux les voir. Donc ça nous donne, ici, on a moins 0,00194 que multiplie la concentration en saccharose. Et malheureusement, on a un plus B. Et le B, par contre, lui, il vaut 4,8, 10 moins 6, 10 moins 5, pardon. Donc nous avons comme équation ce truc-là. Ici. On a un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Alors maintenant, on va essayer d'être un petit peu critique. On va venir voir ici cette valeur-là. Cette valeur-là, ici, elle est en 10 moins 5. Par rapport à mon coefficient directeur ici, elle est beaucoup plus petite. Hein. Elle est en 10-3, elle est 100 fois plus petite. Même 50 fois plus petite. On va pouvoir considérer que cette donnée-là est très proche de 0. Ok, en 10-5 ici. Ce qui veut dire que mon ordonnée à l'origine est nulle. Si j'admets ça, on est toujours dans des notions hein, d'approximation. En science, on en fait toujours un petit peu. Mon équation devient, je reprends mon stylo magique, moins 0,0194 que multiplie la concentration en saccharose. Et là, si on écrit ça en considérant que cette expression est égale à 0, on a bien une équation qui est V est égal à une constante fois la concentration en saccharose. V est égal à une constante fois la concentration en saccharose. Si on écrit ça, on a une fonction linéaire et les expressions sont bien proportionnelles. Donc là, les grandeurs sont bien proportionnelles. Donc là, ce qu'on peut écrire, c'est que V saccharose et la concentration en saccharose sont bien proportionnels. Alors c'est pas exactement la question, mais bon, on aime bien revenir à cette notion de proportionnalité. La question était, il fallait montrer que l'équation qu'on obtenait était d'ordre 1. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que l'équation générale de la vitesse, c'est K fois la concentration en saccharose avec l'ordre de grandeur alpha qui est là. Si alpha est égal à 1, on a une expression de ce type-là. C'est exactement ce qu'on vient de trouver ici. On a une expression de ce type-là, une vitesse fois une constante que multiplie la concentration en saccharose. Donc ici, vous remarquez que là, on n'a rien d'écrit. Hein. C'est comme si on avait un 1. Et donc on peut en déduire ici alpha égale à 1. Cette réaction a bien un ordre de grandeur
égale à 1. Ok, on cherchait à montrer cet ordre de grandeur. Hop, pardon, je l'ai pas mis, on le voit pas. Voilà, en gros, cette notion d'ordre de grandeur, ça va être quelle est l'influence réelle de la concentration en saccharose sur la vitesse. En l'occurrence, les deux sont proportionnels ici. Il se peut que pour d'autres réactions, on ne soit pas proportionnel. Si alpha ici est égal à 2 par exemple, eh bien on aura une forme de courbe qui sera différente. L'évolution de la vitesse de la réaction sera différente de celle qu'on a observée dans cette activité. Bon, ce qui est important de retenir ici, des petites choses. Dans la question là, en termes d'expliquer la variation de la courbe, hein, montrer que la concentration varie plus au début qu'à la fin, et que ça a un impact sur la vitesse de réaction, ça c'est important. Savoir éventuellement appliquer ici la formule de calcul de la vitesse. Et enfin, comprendre que si j'ai un ordre de grandeur égal à 1, dans ce cas-là, la vitesse et la concentration sont proportionnelles. À ce moment-là, vous serez plutôt pas mal au niveau de la compréhension de ce chapitre. Je veux bien comprendre que la notion d'ordre de grandeur soit un petit peu abstraite pour vous. D'accord ? La vitesse, normalement, ça peut se comprendre. En tout cas, j'espère. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette activité. Je pense qu'il y en aura quand on se reverra la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.